Voilà, ben, nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 septembre. Je suis ici avec mon ami Claudie Floutier, que j'ai rencontré à l'École des Beaux-Arts de Besançon, qui était ma professeure de couleur, ce qui est assez rare, ça n'existe pratiquement pas au monde. Ça n'existe plus. Oui. Donc, ben, Claudie, je te laisse te présenter et puis parler un peu de notre aventure, s'il te plaît. Ben, c'est-à-dire, pour me présenter, c'est que ça remonte à longtemps, hein. Ça remonte à 40 ans. Oui, oui, oui. Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir, c'est quelque chose qui est absolument, pour moi, assez merveilleux, parce qu'on a resté amis pendant tout ce temps-là, malgré des tas de vies, d'espace-temps, etc. Mais bon, la distance n'est pas abolie par la pensée, hein. Donc la pensée, elle était là, 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 et elle a été là très vite. Parce que je t'avais repéré à l'école. En fait, je t'avais repéré à l'école parce que tu étais déjà un peu excentrique. Tu n'étais pas obéissant, tu étais attentif, mais tu n'étais pas celui qui avait envie de tout entendre, mais sans réflexion. Et puis après, tu partais de l'école. Et ensuite, tu m'avais quand même laissé tes coordonnées et nous nous sommes retrouvés quand tu étais sorti d'école. Parce qu'en fait, moi, vraiment, à l'école des Beaux-Arts, ce que j'aimais le plus, c'était les garçons et les filles qui échappaient finalement au système des Beaux-Arts, comme Alain l'a défini. Parce que moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, ben, j'avais le système des Beaux-Arts comme un système. Et donc, étant donné peut-être ma nature profonde et puis la connaissance que j'avais de la couleur déjà, ce n'est pas normatif. Ce n'est pas comme la forme, etc., la perpendiculaire, etc. La couleur, tu pars dans toutes les directions, dans tous les sens, et tu es déjà dans une sensibilité, une émotion différente, malgré qu'il y ait des théories de couleur. Et donc, je t'avais repéré. Et donc après, ben, ça commence, je suis montée, et j'ai découvert un autre Jean-Pierre. Dans ma ferme. Mais alors, qui m'a complètement étonnée. Parce que autant tu étais un peu silencieux, un peu à côté, etc. Et là, tu étais quelqu'un qui correspondait complètement aux éléments où tu te trouvais, en fait. Tu étais dans une énergie de jeunesse incroyable, tu étais vraiment dans une santé époustouflante, tu avais ce rapport aux animaux, à la nature, à tes chevaux incroyable, et le cadre était quand même pour moi, qui était du Midi, de la Garrigue, époustouflant aussi, il faut dire, parce que vraiment, les échelles de la mort, j'ai un souvenir de ces endroits avec ces forêts profondes, ces ravins, et même le terme échelle de la mort. Tu me racontais les histoires des sentiers de douaniers et tout ça. Oh là là, j'étais assez subjuguée. Et ensuite, ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'il y avait le garçon qui s'occupait de ses chèvres et de ses chevaux. Et puis, j'ai eu un coup de cœur pour ce qui se passait derrière ça, parce que tu es toujours très double, très... En fait, il y a eu, derrière les tas de foin, les tas de trucs dans une très grande grange, il y avait des escaliers qui n'étaient pas très réjouissants, enfin qui étaient un peu, bon, tu vois, branlants, et derrière l'escalier, il y avait une espèce de rideau. Comme ça, il me semble que c'était un rideau qui était en lin gris. Enfin, j'ai ce souvenir-là. Et derrière le rideau, une porte. Et derrière la porte, un atelier. C'était presque un atelier déjà new-yorkais. Oui. Absolument. C'est-à-dire, les murs étaient blancs immaculés. Blanc immaculé, et il y avait déjà des espèces de tentations de New York incroyables. Et il y avait aussi, ce qui était quand même très très rare à l'époque, un numéro d'Art Press, je me souviens toujours. Parce que lire Art Press dans cette époque, ça a valu à un étudiant des Beaux-Arts à cette même époque un conseil de discipline. Bon, je ne vais pas m'étaler sur la vie des Beaux-Arts, mais lire Art Press dans ces moments-là, c'était absolument... Bon, il y avait peut-être... Bon, moi, évidemment, mais on était très, très peu nombreux à lire Art Press à cette époque. Art Press, cela signifiait déjà un départ. Tu étais déjà presque parti. Tu étais déjà parti à New York parce qu'après, c'était tous les artistes américains. C'était tout ce qui était déjà des stars aux États-Unis, que nous, on connaissait très peu, et qui maintenant sont des stars dans les grands musées. Et là, tu avais cette expérience de la peinture qui se rapprochait, tu faisais des tentatives pour être proche, très proche de ces artistes-là.
évidemment, tu ignorais encore que tu allais partir. Ça devait te traîner dans ta tête, mais tu l'ignorais. Et puis, voilà, peu à peu, les choses se sont passées. Je crois que la tentation a été trop forte et tu es parti. Tu es parti aux Amériques. Oui. Aux Amériques. Et il y avait, et là, ça je le prends dans le test qui est très très intéressant, où tu racontes tes premières années, etc. Cette rencontre avec Rothko, par l'intermédiaire d'un livre qui est Le ravissement de Welostein. Et donc, tu as connu Rothko par Le ravissement de Welostein, pas par le livre, tu as dit que tu t'en souvenais plus. Moi, je m'en souviens, hein. C'est un livre que j'ai extrêmement aimé, mais toi, tu te souviens plus. Mais je regardais à nouveau la couverture, et c'est vrai qu'il y avait là toute l'amorce de ton travail éventuel. Il y avait ce rouge profond, il y avait ces deux lignes finalement verticales qui étaient tremblantes quand même. C'est pas des lignes tremblantes et il y avait deux, je l'ai regardé hier soir beaucoup, et il y avait deux lignes horizontales, etc. Et ces lignes étaient en lévitation et ce n'était pas abstrait. C'était pas abstrait, c'était déjà presque un homme, une femme. C'est-à-dire que tu es toujours, pour moi, c'était presque une rencontre amoureuse, mais pas vraiment, parce que c'était la rencontre de lignes qui s'attiraient en même temps se repousser dans ce grand rouge. Dans ce grand rouge. Système d'énergie. Voilà, un système d'énergie dans ce grand rouge. Et voilà, donc c'est par Rothko, finalement, que tu es parti. Et alors, c'est vrai qu'ensuite, tu as eu des amitiés avec les peintres américains extrêmement différents. Parce que passer de Rothko à Rauschenberg, c'est toi, c'est-à-dire que c'est déjà toi, c'est-à-dire chercher, dans quelque chose qui est du domaine finalement de l'aventure, du collage, des images qui se superposent, et aussi finalement d'un imaginaire actif, plein d'énergie et plein de rencontres. Rauschenberg, c'est ça. Moi, j'ai aimé énormément Rauschenberg aussi, parce que ça nous a porté énormément, Rauschenberg, parce que c'est un pop poétique quand même. Il est poétique, c'est pas un pop, tu vois, c'est pas, bon, Liechtenstein, etc., c'est des grands bandes dessinées quand même. Lui, c'est poétique, il y a toujours et puis après, il y a toujours ces passages. Donc, Rauschenberg, Rothko, tu parles de Jasper Jorns aussi, qui t'a énormément apporté. Donc, ces grands Américains. Et donc, c'est pour ça qu'un jour, tu as pris les bagages, tu as vendu tes pains à Palouza, et en avant. Parti. Et tu dis, ce que j'ai aimé en retrouvant ce texte, parce que je me suis beaucoup intéressée à ce texte, qui est pour moi extrêmement merveilleux, qui est long, très très long, où tu parles de tout ce que tu aimes, et tu le fais finalement d'une façon extrêmement bien écrite. C'est très très bien écrit ce texte. Et tu parles aussi finalement lorsque tu étais petit, parce que moi je pense toujours que l'important c'est quand même le commencement, c'est l'enfance. Et l'enfance, ce qu'on a de cette enfance, c'est qu'il nous reste et la mémoire profonde et ce que tu as vécu. C'est-à-dire, l'enfance pour toi, ça a été quand même aussi une très très grande période difficile de solitude, avec des crises d'asthme profonds qui t'ont amené finalement à Briançon. Et à Briançon, là, la chose que tu as fait, c'est une rencontre avec les gens quand même, parce que tu t'es dit, ces 3 années n'ont pas été pour moi négatives, et la rencontre avec la montagne, les pierres que tu ramassais, et ramasser les pierres, collecter les pierres. Mais collecter les pierres, c'est déjà se mettre finalement dans une quête. C'est la quête de quelque chose. Si tu ramasses une pierre, tu ramasses parce que tu commences à l'aimer, tu l'aimes, tu vois quelque chose dans cette pierre. C'est comme Caillois. Il y a une correspondance. Les pierres, Caillois, tu as une correspondance avec toi. Donc déjà, tu ne perdais pas, tu dis je ne perds pas mon temps, je fais quelque chose qui est quelque chose qui va m'apporter de la joie. Ramasser une pierre, c'est comme cueillir des champignons. C'est des cueillettes, et ça, c'est glaner, c'est extrêmement important. Tu vois. Et donc, voilà, tu as commencé par ces pierres, et puis tu disais aussi que quand tu étais plus petit encore, pour t'occuper, tu ramassais des images, etc. Tu faisais collage, et que c'était pour t'occuper, comme tu étais très seul et que tu avais cette crise d'asthme qui t'isolait, tu commençais à faire ce que tu appelais le commencement et que tu retrouves dans tes images aujourd'hui. C'est des choses que tu retrouves. Et donc, après, bon voilà, donc tu es parti aux États-Unis, et aux États-Unis, tu as recommencé à accueillir des images, en fait. Oui, parce que ta période extrêmement abstraite
n'est pas resté. À un moment, tu t'es posé la question quand même. Tu t'es dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer. Et tu n'as pas un tempérament à t'ennuyer. Hein. Ça, c'est sûr que, bon, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, tu vois, bon, c'est bien pour contempler Rothko, c'est bien on peut contempler Giorgio Morandi, on peut contempler tous ces grands, mais toi-même, tu avais envie de faire quelque chose qui allait t'obliger à faire encore à la cueillette, cueillir, et voilà. Et donc tu t'es remis à cueillir jusqu'à présent. Et tes influences sont innombrables, très 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 innombrables. Et je ne parlerai pas des Mayas, parce que c'est beaucoup plus ouvert. Toi, tu parles beaucoup des Mayas actuellement, parce que tu es là, mais c'est tellement plus ouvert. C'est-à-dire, quand j'ai relu, et que je te connais, je sais très très bien que tu as aussi énormément d'amour pour les primitifs romans. Tu as beaucoup d'amour, tu as beaucoup d'amour pour des écrivains aussi. Tu as beaucoup d'amour pour des musiciens. Tu n'es pas uniquement dans cette civilisation des Mayas, qui pour moi est un peu barbare. Tu as beaucoup plus... Voilà. Pour moi, tu as beaucoup plus de délicatesse, bon, que simplement le Maya. Bon, maintenant, si ça ne te plaît pas, c'est pas important. Tu n'es pas limité à ça. Tu n'es pas limité à ça. Et quand je vois, tu vois, les gens avec lesquels on parle, parce qu'on parle souvent au téléphone, en tout cas. Et puis, quand tu étais à New York, on s'écrivait, etc. Donc, on a aussi des amours communs. C'est vraiment très, très fort au niveau de la littérature, au niveau de... Et je me souviens que la première fois qu'on est allé à New York et je suis venue à New York avec toi, la surprise, parce que tu avais déjà beaucoup lu, beaucoup, la surprise, c'est quand on est allé se promener la nuit, il y a une lune incroyable qui éclairait le Leith River, on est allé se promener, on tombe sur la maison de Walt Whitman. Et ça, c'était le plaisir. Parce que Walt Whitman, c'est déjà toute la liberté, de la poésie, c'est toute la liberté, c'est ce magnifique livre Feuilles d'herbe, et etc. Et là, il y avait quelque chose qui revenait vers la poésie, parce que c'est vrai que tu lis beaucoup de poésie, etc., et qui était à la fois l'énergie de New York et puis l'énergie de l'herbe. Parce qu'il écrit des trucs remarquables sur l'herbe, etc. Et puis, bon, voilà. Donc les affinités, c'est aussi la poésie, c'est aussi Giono, Giono, c'est quelque... Et oui, c'est ce qui te rapproche, Giono. C'est à la fois le bonheur de vivre, c'est le bonheur de la nature, c'est la grande spiritualité qu'il y a dans son livre. Et c'est aussi la possibilité qu'il a d'être à la fois dans la vie et dans la mort. Parce qu'il y a des livres de Giono qui sont très, très redoutables, hein, qui sont durs. Hein. Donc, et moi, j'ai ramené, parce que voilà, ça c'est la chasse au bonheur de Giono. Aux éditions Gallimard. Et il y a aussi les cahiers de l'Arc de Giono. Donc ça, c'est des merveilles. Bon, moi qui suis du Midi, mais enfin, c'est pas le même Midi, mais c'est quand même celui-ci, et c'est Manosque, c'est toute la petite Provence. Donc il y avait aussi des affinités par rapport à Giono, par rapport à tous ces... Alors, je crois que je vais te laisser un peu parler, parce qu'on a aussi, si tu veux, et ce qu'il y a encore d'autres lectures, mais si tu veux me dire quelque chose de toi qui... Non, mais il faut dire que quelque part, tu m'as vraiment initié avec tes cours de couleur, parce que c'est vrai que la couleur, dans notre société, ça doit s'apprendre, puisqu'elle a disparu complètement. Ce sont des codes qui ont complètement disparu de nos sociétés. Et je ne peux que t'en remercier, parce que c'est vrai que quand quelqu'un déclenche en toi un déclic, il faut le dire, et il faut être reconnaissant par rapport à ça. Oui. Parce que moi, je me rappelle toujours, j'étais arrivé à l'école des Beaux-Arts, les seules harmonies colorées que j'appréciais, c'était blanc, marron et noir. Et donc, on voit mon travail, c'est vraiment... Ça s'est ouvert, quoi. C'est un peu un ouvre-boîte. Oui. Et il faut...
Pour en revenir, bon, ça c'est très, très important. La couleur, c'est vraiment l'essentiel de mon travail aussi. Oui, On parle de l'image, mais la couleur est très importante, parce que c'est véhicule d'énergie. Oui. Et je voulais en revenir, quand tu étais venu à New York, tu te rappelles, on était allé voir le temple égyptien, Oh là là. et soudain, je ne sais pas si tu veux raconter l'anecdote, Non, mais... raconte. Alors soudain on regardait ce temple, et il y a une espèce de prêtresse égyptienne qui est venue pour faire ses prières au soleil à Monra. Mon Dieu, c'est À Monterey. Et ça, ce ne serait pas possible en France, parce que il faut comprendre quand même cette ouverture d'esprit que j'ai pu acquérir aux États-Unis. Et moi, je fais ce que j'ai envie de faire, et je paye le prix fort, bien sûr, parce que la société française est complètement cloisonnée et fermée. Mais donc, tout ça, ça m'a appris une grande liberté dans mon traduction. Non, mais de toute façon, New York, tu vois, New York, c'était quand même la ville préférée de Matisse, quand même. Il aurait voulu vivre à New York énormément. Il a été complètement. Et alors, j'ai ramené, parce que, en pensant au Metropolitan Museum, j'ai ramené des trucs que j'avais achetés là-bas. Et que j'ai conservés profondément. Et j'ai ramené, et tu vas voir, les patterns de Matisse. Regarde comme ça correspond aussi, tu vois. Alors, est-ce que je peux un peu le montrer? Voilà les patterns de Matisse, cette couleur, cette joie de vivre, etc., cette aisance dans la découpe, parce que ça, c'est remarquable, hein, si tu veux. L'espace entre le blanc et les couleurs, il a le sens de l'espace, alors que c'est un très, très grand coloriste, mais la couleur n'existe que par rapport à son rapport à l'espace. Bon, donc là, c'est extraordinaire. Alors, j'ai ramené ça. Et puis, rappelle-toi qu'on était allé voir Frida Kahlo. On était allé voir Frida Kahlo, cette fois au musée de Brooklyn. Et j'avais été tellement impressionnée, parce que c'était la première exposition en fait, de Frida Kahlo que je pouvais voir. Parce que c'était qu'à New York à l'époque. Ça date de je ne sais pas combien de temps. Hein. Il y a tellement d'années. Et là, j'ai découvert une femme exceptionnelle. Alors maintenant, elle est plus connue en France, mais moi j'ai eu un choc, parce que personne ne la connaissait. Et j'ai eu un choc, et vraiment, bon voilà, je t'ai ramené ces documents. Et c'est un livre qui est en anglais, hein. Quel effort pour moi, hein. Parce que tu vois, moi, l'anglais, c'est pas ma langue naturelle. C'est une artiste que j'apprécie beaucoup, parce que, contrairement à beaucoup d'artistes, elle vient d'une culture forte, la culture mexicaine. Et donc, c'est la grande différence entre les artistes américains, enfin, les artistes mexicains, et les artistes français, dont la culture s'inscrit dans la Grèce et l'Égypte. Mais c'est trop lointain. Donc, les énergies sont perdues. Elle est encore dans l'énergie de la nature, l'énergie aussi des grandes pyramides, Teotihuacan ou comme ça. Voilà, donc c'est cette énergie qui est importante. Oui, et puis je crois qu'il y avait cette énergie-là. Il y avait quand même la rencontre avec Diego Rivera. Et puis le fait qu'elle voulait survivre à tout prix, avec sa maladie. Bien sûr, il faut voir que c'est une femme remarquable dans tout son rapport. C'est une femme très belle aussi, mais qui était tout le temps en souffrance. Donc c'est très sensuelle aussi. Elle parlait très, très belle. Oui. Parce que elle avait beaucoup d'amants aussi. Excuse-moi, je te coupe. Mais, quand quelqu'un lui a commandé un tableau de la dame qui était morte, elle a montré l'américaine qui sautait par la fenêtre du building. Ça, c'est fort. Et c'est ce qu'on trouve dans les tableaux. Moi, j'ai un vrai tableau ici. La culture mexicaine, quand quelqu'un décède, il faut une petite peinture pour raconter sa mort. Comment est-ce qu'il est décédé. Mais on ne pourrait pas faire ça en Europe. Je crois quand même qu'il y a quand même encore un héritage, c'est les ex-voto, parce que quand je vais dans les églises et que je vais les ex-voto, quand même, tu te trouves des trucs d'une naïveté, mais en même temps, c'est aussi fort, bien sûr. C'est fort, les ex-voto. Mais ça, c'est quelque chose... C'est l'art populaire. C'est de l'art populaire, mais l'art populaire, ça existe quand même. Il est fort partout. Oui, tu vois, il est fort partout. Donc, nous, on a encore de l'art populaire. Bien sûr. Donc, la deuxième rencontre féminine, ça a été, pour moi, Nancy Spero. Alors, je montre Nancy Spero parce que là, même la couverture raconte Nancy Spero. C'est-à-dire, c'est une femme qui a ce sens extrêmement des contrastes, des contraires, qui est à la fois dans l'angélisme, puisqu'elle fait un ange, et dans la sexualité de phallus. Elle est dans l'ange et dans le phallus, et en même temps, elle a une technique, une culture, une générosité incroyable. Et il y a plein de choses qui, quand même, qui sont
pas si loin que ça de ton travail, Bien Nancy sûr, Spiro. oui, oui, non, mais je connais son travail. Et oui, bien sûr, on est allé dans oui. une galerie la rencontrer à New Oui, York, oui, oui, oui. et moi, et là, alors elle n'était absolument pas connue en France, mais alors pas du tout connue. Et j'avais eu, parce que moi j'avais tellement aimé Nancy Spiro, que dans Le Monde, il y a quelques années, il y avait l'annonce de sa mort. Et il disait, on regrette, il n'y a encore aucune exposition de Nancy Spiro à Paris, en 2009. Il y en avait eu à Madrid, il y en avait eu à Barcelone, bien sûr, Madrid, Barcelone, je connais maintenant Madrid et Barcelone, je comprends que Nancy Spiro, en 2009, existait dans sa force, dans ses contradictions joyeuses, généreuses. C'était une très grande féministe, mais en même temps, elle se battait pour des tas de choses. Elle avait une grande passion pour Artaud. Oui, tout à fait. Elle a fait le Codex Artaud, oui. Le Codex Artaud, c'est formidable, formidable. Par contre, bien sûr, un jour, cette année-là, en 2009, juste après sa mort, ils ont fait à Beaubourg une très grande rétrospective. Alors évidemment, j'étais tellement contente de voir cette rétrospective. Je n'ai pas vu m'empêcher d'acheter le catalogue, parce qu'il y avait un plaisir fou à être avec elle. Magnifique, avec elle. Donc ça, c'est aussi grâce à toi que j'ai pu rencontrer, j'ai quand même rencontré les grands Américains à New York, c'est-à-dire que c'est grâce à toi, si tu m'as fait partager. Moi, je t'ai donné un peu la couleur, mais toi, tu m'as donné la réjouissance, comme Matisse, de connaître cette ville de New York. Oui. C'est vrai que vraiment, cette ville de New York, c'est une merveille. Mais ce qui est le plus merveilleux dans New York, pour moi, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est-à-dire, on est dans ces espaces de musées qui sont extraordinaires, parce que là, c'est les plus beaux musées du monde, quand même. Hein. Les plus beaux musées, les plus grands musées. Souviens-toi quand on est allé au Cloisters. Oui, c'est vrai. Oh là là, on est allé au Cloisters et c'était là-bas, en haut de Woodson, en haut, vraiment en haut de Manhattan. Et là, ils avaient quand même, comme ils sont très très riches, ces grands milliardaires américains, ils avaient racheté des cloîtres romans. Et les ont installés dans les collines. Dans les collines. Et là, c'est que l'argent, c'est-à-dire que c'est les Rockefeller et tout ça, qui font que finalement, il y a des choses comme ça incroyablement belles. Bon, et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas pour les milliardaires américains, et bon, voilà. Mais quand le mécénat permet des choses pareilles, c'est magnifique, c'est magnifique. Mais merci Claudie, parce qu'on va s'arrêter pour l'instant.